Mon cher Johan, nous nous retrouvons ici. Je vais expliquer où nous sommes. À Lanzarote, où sommes-nous? Où sommes-nous d'ailleurs? Eh bien, nous sommes dans l'archipel des Canaries. Les Canaries, ce sont des îles espagnoles au large du Sahara. Espagnol, bon ça politiquement, il ne faut pas le dire. Et c'est assez vanté en été. Ici, c'est l'île de Lanzarote. Là-bas, en face de nous, dans le sud, c'est l'île de Fuerteventura. Là-bas, il y a Grande Canaria, Tenerife, et il y en a deux autres, je ne me souviens plus des petits noms. La Palma. Bravo. Et il en reste encore des petites qu'on connaît. El Hierro, exactement. Les Canaries, pourquoi les Canaries? Pour la première fois dans l'histoire des TP52, c'est toujours la même histoire. On est sur les 52 Super Series. Ils sont là, derrière. Nous sommes 13. On était 16 ou 15 il y a un mois à Porto de Cervo. Les bateaux sont venus en cargo. On fait une première épreuve ici dans le sud de Lanzarote, dans la Marina Rubicon. Et dans un mois, on va rester ici. On va courir un peu dans l'est, dans la Marina Puerto Calero, si je me trompe. Ça doit être ça. Un truc comme ça. On va revenir dans 30 secondes avec toi, avec un grand plaisir, Johan. Mais je vais juste vous raconter une histoire d'ancien combattant. Je n'ai pas eu le temps de me raser pour faire plus jeune. Il y a exactement 47 ans, je crois, en 1979, avait lieu la deuxième édition de la Mini Transat. La Mini Transat, vous devez connaître si vous regardez un peu le bateau à voile. C'est pas l'Atlantique qui est petit, qui est mini, hein, ce sont les bateaux qui font 6,50 m. Première édition avait eu lieu en 77. Ça partait d'Angleterre pour aller ici aux Canaries, à Tenerife, puis ensuite aux Antilles, à Antigua. Et moi, j'ai participé en étant le plus jeune concurrent de l'édition 79, la deuxième édition de la Mini Transat, sur un petit bateau de 6,50 m, aussi pointu devant que derrière, pas tout à fait ce qui se fait aujourd'hui. Et à l'époque, je vous le rappelle, en 79, il n'y a pas Elon Musk qui a envoyé des satellites, il n'y a pas non plus des GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. On a le sextant, comme le capitaine Haddock, la lampe à pétrole et un régulateur d'allure à l'arrière, une sorte de truc mécanique qui va relativement bien par rapport au vent. Comme je suis perdu et que je ne sais pas servir de mon sextant, au bout de 15 jours, je demande à un cargo où je suis et je me retrouve entre le Maroc et les Canaries. Pas de problème, j'arrive de nuit ici, au large là-bas, et je vois très bien Fuerteventura et Lanzarote où nous sommes. Et je me réveille au pied de la falaise qui est là-bas. Ça s'appelle la pointe Papagayo. Je ne connaissais pas son nom parce que je crois qu'il n'y avait pas de nom sur les cartes à l'époque. Et je suis arrivé. Alors là, après on va vous montrer des petites illustrations parce que j'ai fait un journal de bord à ce moment-là. Par écrit, je faisais beaucoup de bandes dessinées, enfin beaucoup. Je dessinais un petit peu et j'ai écrit non seulement ce qui m'est arrivé parce que je m'en suis sorti. Donc en gros, je me suis planté sur les cailloux, réveillé au pied d'une falaise toute noire. Le vent venait du sud-ouest, donc j'étais tranquille comme ça, au près bâbord. Et en fait, en me réveillant, le vent a tourné comme on l'a vu en régatant ici, ça tourne dans tous les sens. C'était pas le genre de truc que je connaissais vraiment. Boum, réveillé face à la falaise de nuit. Pas une lumière, parce qu'évidemment tout ça n'existait pas, il n'y avait rien du tout, c'était le désert absolu, un petit village qui était là-bas. Là j'ai cru qu'évidemment que j'allais couler tout de suite. Miracle, je suis arrivé sur un plateau rocheux, le bateau étant gité et c'était marée haute la nuit. Je suis resté comme ça, boum, le nez sur la falaise, la marée est descendue au fur et à mesure. À droite, je ne pouvais pas vraiment repartir parce qu'il y avait plein de cailloux. J'ai débarqué tout le matériel. Enfin, le peu de matériel qu'il y a dans un petit transat à l'époque. Le seul matelas que j'avais, que j'ai mis sous la coque dans de l'eau comme ça en me disant, il n'y avait pas de trou. La quille était encore là, j'avais perdu le safran, je ne sais pas où il était. J'ai passé la fin de la nuit dans une petite grotte, ou du moins une petite cavité, c'est le souvenir que j'en ai. Et à attendre les secours, il n'y en avait pas. Si, on avait une VHF. Enfin, les VHF de l'époque, c'était des armoires, hein, c'était comme ça. Mayday, Mayday. J'aurais pu dire un peu moins, mais enfin quand même. Je crois que quelqu'un m'a répondu pendant la nuit. Et au petit matin, donc j'étais toujours sur ma petite pointe là-bas, il y a un petit bateau de pêche qui est venu. Je suis allé à la nage pour aller le voir. J'ai fait 100 mètres au moins parce qu'il ne pouvait pas se rapprocher du plateau. Là, j'avais quasiment pied là où était le bateau. Ah ouais. Je vais le voir en disant, est-ce que vous pouvez aller chercher? J'avais repéré un ketch qui était là-bas, dans le seul bateau de croisière qui était en promenade. Hein. Le ketch est venu, je suis allé les voir à la nage aussi en disant, voilà, je vais vous amener un bout si vous avez un long bout. J'aurais passé la drisse de spi. Un autre bout vers le pêcheur qui était dans le sud, on ne pouvait pas s'échapper comme ça. Il fallait, je savais très bien que la marée n'allait pas remonter assez. Je suis arrivé gité et il fallait que je reparte gité. Donc la quille est là, le bateau est là, le mât est là-bas. Je balance une drisse et j'aurais dit allez on y va. Donc là, le clapot revenait, le ressac, le bateau commençait à taper. Et là ils ont tiré sur la drisse et le bateau s'est redressé au-dessus de moi, posé sur son tableau arrière et sa quille. Et bon, recouché de l'autre côté dans suffisamment d'eau pour pas que ça explose. Là, je me suis retrouvé accroché à la quille. La mission est là. Je leur avais dit, les gars, dans tous les cas, vous tirez. Vous arrêtez jamais. Le bout de l'arrière a pété. Donc là, je suis revenu vers la falaise, comme ça, avec la traction. Ça se rapprochait, mais dans les déferlantes, les machins. Accroché à la quille, véridique. Pop.
Et puis enfin, les mecs ont compris qu'il fallait lâcher. Ils ont soulagé, je me suis retrouvé à la nage, vite fait à l'intérieur, pas de voie d'eau, un miracle. Ils m'ont remorqué jusque-là. Le safran, on l'a retrouvé miraculeusement. Et puis j'ai dormi une bonne nuit, il m'avait fait du pain pour la première fois. Je me souviens de ça, ça sentait le pain dans un bateau de croisière, j'avais jamais vu ça. Et puis après, j'ai mis 3 jours au moins à rallier Tenerife parce que j'avais plus d'aiguillot, ce qui tient le gouvernail au bateau. J'étais façon Ulysse à tenir le safran à la main, comme ça pendant 3 jours, à dormir un petit peu. L'aventure. Que viens-tu faire dans cette galère? Apprendre le sextant. Ah oui, alors là, auprès d'un grand Manitou. J'ai oublié. On a changé d'époque. Ouais. On est là avec 13 autres bateaux pour la 3e étape. Troisième étape du circuit, oui. On avait démarré des 52 Super Series. On a démarré où? À Palma? Je sais même plus où on Palma, a démarré. Porto Cervo. Oui, tu as raison. On a fait Palma, Porto Cervo. On fait 2 ici aux Canaries, puis la dernière à Valence. C'est ça. Donc là, on est sur la première épreuve dans le sud de Lanzarote. Et j'ai la chance d'avoir eu l'invitation de l'équipe Paprec pour venir te seconder parce que Non, c'est un vrai travail d'équipe. tu nous l'as prouvé pendant 2 jours. On ne peut que te seconder. C'est trop gentil. Mais non, heureusement, c'est génial de partager de l'information. C'est ça l'idée. Voilà, donc on participe, j'ai intégré l'équipage et on participe à cette épreuve qu'on est en train d'apprécier, on va dire. Alors on est au 2e jour de cette épreuve, il nous en reste encore 3 si je ne m'abuse, et on est en tête avec 2 points d'avance, ça ne veut rien dire, ça nous est déjà arrivé d'être en tête il n'y a pas si longtemps, il y a un mois on était en tête au bout de 2 jours, et ça c'est, tu vois, et on sait très bien que tout peut arriver. Le plan d'eau ici, enfin du moins, d'abord la flotte, parce que toi tu avais déjà fait du TP52, mais en offshore. En offshore. Ouais. Mais là... Ah là c'était mon rêve. Venir. Comme moi d'ailleurs. Pour moi c'est une opportunité unique. Le calendrier que l'on a dans l'équipe IMOCA, c'est que l'on est en train de construire un nouveau bateau pour le prochain Vendée Globe. Ouais. Du coup, il y a une année un petit peu plus vide en termes d'objectifs. Alors j'avais la solitaire du Figaro que j'ai pas pu faire parce que j'ai eu la bonne idée de me casser les côtes. Bravo. En régate. Donc bon, on va dire que ça allait. Une bonne excuse. Une belle excuse. Et cette année me permettait d'intégrer d'autres formats, d'autres équipages pour un peu m'aérer l'esprit aussi. Parce que c'est toujours pareil, hein, quand on est dans nos séries, on est un peu dans un carcan, on est un peu... le train est en marche et puis il faut toujours avancer et on n'a pas trop le temps de se retourner. Donc là, voilà, il y a cette opportunité-là. Alors l'opportunité, elle est créée par Jean-Charles Monnet, qui est un membre habituel de l'équipe, qui est aussi le directeur technique de mon équipe en IMOCA, et qui, avec la construction du bateau, a commencé à se dire que ça allait peut-être faire beaucoup. Et donc il m'a gentiment proposé de le remplacer, ce que l'équipe a accepté. Et voilà. Et donc je suis super heureux de rejoindre le team Paprec. Qu'est-ce que ça amène à ton programme IMOCA, le fait de jouer ailleurs? Tu viens de le dire justement. On ne sait jamais. Tu sais jamais. On ne sait jamais, mais faire de la régate, ça reste notre métier. C'est soit de la régate sur un format différent, parce que là où nous, on va regarder le vent et prendre des décisions sur plusieurs jours, là, on est plutôt à quelques minutes au maximum, parce qu'une manche, ça dure 1h30. Le bord de près, le premier, 20 minutes, on va dire, 25 minutes. Et on a fait 5 ou 6 virements. Donc on est sur des timings très très serrés. Ça, c'est un peu le truc qui me manquait, c'est cette prise de décision rapide. Avec un suivi du vent, tu vois, réintégrer un peu ce suivi du vent, avoir de la réactivité. Après là, ça me permet quand même de regarder d'autres choses comme de la calibration électronique, des informations dont on peut avoir besoin à bord. C'est stimulant pour moi, voilà, c'est stimulant d'une autre façon, mais ça me permet de réintégrer des éléments que j'avais peut-être un peu perdus en faisant de l'IMOCA, c'est pas plus mal. Voilà, et puis après ça reste de la voile de haut niveau, les bateaux ils sont hyper techno, ils sont ultra affûtés, peut-être trop parfois chez certains, on pourra en parler peut-être. En tout cas, voilà, tu vois, et je regarde, il y a plein de bonnes idées, alors des trucs que je peux pas forcément transférer parce que il y a certains artifices, à prendre quelques kilos pour des enrouleurs de bout et des machins, parce que là, nous dans une manche, plier une drisse de 30 mètres et que ça prend 3 minutes, on n'a pas le temps de le faire, donc on met ça sur un enrouleur. Moi, c'est sur mon bateau, c'est pas très grave si je passe 3 minutes à le faire. Donc voilà, je m'inspire un peu de tout ça, c'est assez génial. Et puis moi, mon but du jeu, c'est de revenir dans moins d'1 an sur un IMOCA, frais, affûté, voilà, tu vois, avec une nouvelle envie d'attaquer un cycle de 3 ans, peut-être dans le guidon. Quand on est, combien là, 12 nationalités, je crois, hein.
Ce qui est assez génial. Deux hein. Français, Le circuit, il y a deux ouais. bateaux français, il y a du sud-africain, de l'anglais qui vient malheureusement, vraisemblablement d'abandonner là, sur une petite casse mécanique que le milieu offshore aurait pu éviter justement. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'on cherche les grammes un peu partout. Ouais, on cherche les Mais grammes. ma question c'était, la plupart des étrangers ici, c'est-à-dire tous sauf les Français, trouvent qu'on a une capacité dans la brise à s'exprimer un peu plus facilement que les autres. Est-ce que ton observation là depuis 2 jours, parce qu'il y a de la brise vraiment sérieuse, Là, on est gâté là. Là, on a quoi, 20, quel 25 serait nœuds tout le l'avantage temps. qu'auraient ces équipages français, surtout Paprec d'ailleurs, qui est assez bon dans la brise. On n'est pas les king of the brise, mais pas loin. Ben ouais, on est à l'aise quand même. Pour quelle raison? Je pense que. Pour quelle raison? C'est dur. Je pense Moi, je qu'on a dirais- l'habitude de s'entraîner dans la brise Déjà. et des conditions dures. La Bretagne l'hiver, la plupart, la Normandie pour certains. Tu vois, le match racing, tous les entraînements, c'est l'hiver. Au final, c'est des conditions assez rudes. Et quand tu Cédric regardes à la barre. le Cédric exactement, Von à l'avant, c'est des gens habitués à travailler dans la brise et les vagues. Donc ça déjà ça va bien. Le très bon barreur, je pense que c'est inévitable. Et c'est vrai que pour certains qui sont en owner driver, donc avec le propriétaire la barreur, barre, ouais. on peut imaginer qu'être à l'attaque comme un gros bourrin sur la barre, c'est peut-être plus difficile. Certains sont même en barre à roue et donc quand tu regardes un peu les vidéos, tu comprends qu'ils ont une réactivité qui est un peu moins bonne. Donc ça aide beaucoup. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui l'équipe aussi elle est très pro. On a des gens costauds, forts, entraînés, très sérieux. Ça va pas au bar le soir en rentrant. C'est bien dommage ça. Peut-être ça manque un peu, mais on pourra revoir ça en fin de semaine Oui, éventuellement. oui. Ça me va aussi. Mais tu vois, il y a quand même une éthique de travail qui est super bonne. Et c'est vrai que moi j'apprécie ce côté-là. Faut pas oublier le festif, on est d'accord, et l'humain. Mais voilà, là je pense qu'il y a une bonne homogénéité dans l'équipe et une bonne envie de bien faire. Et puis écoute, je trouve aussi que toi tu es quand même à la baguette de tout ça. Alors on a Cédric qui est le maître du bord puisque c'est lui qui a le guidon, c'est lui qui a la barre. Ouais. Mais derrière, en termes de prise de décision, c'est quand même toi qui guide et voilà, vous avez quand même une relation hyper bonne. Au final, ça parle pas tant que ça. Non, mais ça commence. C'est assez efficace, Ouais. ça commence à bien Ouais. simplifier. Ouais. Et on est très opportuniste. Et les seules fois où on l'a pas été, on l'a regretté Oui, d'ailleurs. exactement. Et donc c'est très très beau. Et avec ce potentiel de manœuvre dans la brise. C'est ça, on peut tout Tu faire. vois, le early jibe, alors là on parle pour les techniciens, Ouais. mais de pouvoir faire un empannage direct après l'envoi du spi, tout le monde apparemment ne peut pas le faire. Non. Ça j'en suis persuadé. Et c'est un atout de temps en temps. On va essayer de pas faire trop long, peut-être les Ah garçons. ouais, mais nous tu nous Parce que là, lances, on est morts. on a déjà fait 3 heures là, non Il nous reste quoi à faire, donc, Johan, ici? 3 jours, Ouais. encore de la brise tous les jours, voire, t'as vu Non, j'ai pas mon vu. prévision pour samedi? Encore pire? Encore plus fort. Ok. Donc là, les régates sont même avancées le matin pour avoir moins de vent. Ok. On est 2 points devant Sled, les Américains. Après 4 manches, il Après nous en 4 reste manches, 6 à et faire. 7 points devant le 3e. Rien n'est fait. C'est pas grand chose. La bâche elle arrive vite et il n'y a pas de manches qui sont retirées ici. Ah non. Tout compte. Du coup, il faut éviter la grosse bâche. Donc on est toujours dans notre objectif, passer dans la première moitié à la bouée au vent et après on travaille. Mais on a l'air de faire mieux que ça. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien les objectifs safe. Merci, Johan. À bientôt. Allez, à bientôt. D'accord. À l'américaine, comme ils disent, non? À C'est l'américaine. les plans américains. Le plan américain. C'est plan américain, la vérité. Tu veux des genouillères ou quoi? Non, non, je suis bien là. Ok. Non mais commencez vite par contre. Allez, on y va. Je savais pas que vous étiez parti pour un quart d'heure là. Ah non, mais il était parti pour 2 minutes. Moi je suis affreux. Non, mais c'est top. En tout cas, ce que vous avez dit, c'était bien. Il y a ton